Salut tout le monde, c'est 0x et aujourd'hui il est temps de parler de tout le débat qui est en train de prendre de l'ampleur autour d'Ethereum. Mes inspirations proviennent de toutes les émissions exceptionnelles proposées par Bankless. Si jamais vous ne connaissez pas, allez regarder, vous deviendrez instantanément intelligent. Aujourd'hui, on va revenir sur les défauts mis en avant sur Ethereum. Je précise que je vais me faire volontairement l'avocat du diable, que je vais présenter ici n'est pas la vérité absolue, mais une interprétation possible qu'on peut avoir de la situation actuelle et future d'Ethereum. Mais avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne de Coin Academy pour soutenir le travail. Et on va pas plus tarder, on commence. Déjà, il faut rappeler ce que Ethereum est. Ethereum, c'est la première blockchain programmable qui permet de faire des contrats intelligents dessus. Lancée en 2015, on a vu arriver sur Ethereum la DeFi et plus largement tout le Web3 que vous connaissez. Ethereum a su attirer grâce à son langage Solidity qui est très facile à prendre en main. Aujourd'hui, Ethereum est la deuxième crypto-monnaie en capitalisation avec près de 300 milliards de dollars, 3,5 fois plus que la BNB Chain ou 6 fois plus que Solana. Ethereum regroupe 57% de toute la TVL existante en crypto-monnaie. En petit recul ces derniers mois face à la concurrence comme Solana ou Tron par exemple. Mais un des problèmes majeurs de Ethereum, connu et reconnu, c'est sa scalabilité. Avec ses maigres 15 transactions par seconde, Ethereum a dû trouver une solution pour faire grandir son écosystème. Et ça s'est fait par une vision dite roll-up centric, c'est-à-dire que Ethereum a choisi de grandir grâce à des layers 2 sur lesquels les gens font leurs transactions et ensuite il n'y a que les preuves qui sont stockées sur la chaîne principale. Pour comprendre les problèmes qu'on va détailler, il faut aussi se souvenir que Ethereum fonctionne avec un mécanisme d'émission et de burn. Les émissions servent à payer les stakers, mais les frais payés servent à burn de l'ETH en contrepartie. On a vu que ce mécanisme fonctionnait bien en période de bonne utilisation du réseau. Cependant, depuis l'introduction d'une mise à jour, la mise à jour d'Enkun, l'inflation repart à la hausse. Dans cette vision, afin d'aider les Layer 2 sur Ethereum pour être moins cher et attirer plus d'utilisateurs, Ethereum a introduit le 13 mars 2024 une mise à jour qui porte plusieurs noms mais qui veulent dire la même chose. On peut l'appeler mise à jour d'Enkun, EIP 4844 ou Proto Danksharding. Avant cette mise à jour, les frais étaient de plusieurs dizaines de centimes par transaction sur les Layer 2. Aujourd'hui, on tourne sous le centime par transaction. Mais qu'est-ce qui a changé? Eh bien, historiquement, un Layer 2 stockait ses données à vie sur Ethereum, les états du réseau, etc., à travers des transactions type call data. Je rentre pas dans les détails, retenez juste que ce sont des transactions qui restent à vie sur la blockchain et qui doivent être exécutées par tous les nœuds du réseau. Et pour ces raisons, ces transactions de stockage prennent de la place pour toujours. Donc, elles étaient beaucoup plus chères. Mais cette mise à jour sur Ethereum a permis d'introduire les blobs, qui permettent de stocker des données temporairement dans les blocs pour seulement 18 jours. Et les Layer 2 utilisent majoritairement aujourd'hui ces blobs. Et étant donné qu'ils sont temporaires, les coûts baissent drastiquement. Mais maintenant qu'on sait comment Ethereum fonctionne dans les grandes lignes, la question est de savoir pourquoi il y a des théories autour du fait que Ethereum serait en train de mourir. Il y a des tas de raisons qui expliquent ces théories. On va essayer d'être exhaustif sans rentrer trop dans les détails. La première raison, c'est le manque de scalabilité de Ethereum. Je vous l'ai dit juste avant, même si Ethereum vise plusieurs dizaines de milliers de transactions à long terme avec toutes ces mises à jour, on est uniquement à 15-20 transactions par seconde actuellement, alors que Solana est à 60 000 transactions par seconde et est beaucoup moins cher et se fait sur une seule chaîne, ce qui est bien plus agréable à utiliser que les roll-ups sur Ethereum notamment. Mais il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer la peur et les doutes autour d'Ethereum. Premièrement, Ethereum culmine aujourd'hui à 300 milliards de dollars. En tant que tel, il est compliqué pour une valorisation aussi grosse de monter beaucoup plus haut très rapidement. Et oui, chercher un x2 sur Ethereum avec 300 milliards, c'est pas comme chercher un x2 sur quelque chose à 1 ou 2 milliards. Ça demande beaucoup plus de liquidité. Deuxièmement, il y a peu d'actifs qui culminent au-dessus de Ethereum. On compte seulement dans le monde entier 33 autres actifs plus capitalisés que Ethereum, ce qui rend la tâche compliquée pour aller plus haut. Mais donc, à 300 milliards de valorisation, la question du business model de Ethereum doit être claire et précise. Eh bien, pas vraiment. En fait, on ne sait pas si ce que Ethereum propose, c'est de la data availability, le fait de fournir de l'espace de stockage sur la blockchain Ethereum, ou si c'est le consensus, l'exécution, on ne sait pas. Il faut bien comprendre que Ethereum à cette valorisation donne le droit de penser Ethereum comme une equity, dans le sens que Ethereum produit quelque chose, génère de l'argent, et qu'on puisse l'évaluer en fonction des revenus. Alors certes, Ethereum c'est pas une equity, c'est pas une action, mais le mécanisme est sensiblement le même. Mais je vais y revenir un petit peu après. Ensuite, on peut parler de l'expérience utilisateur qui n'est objectivement pas bonne sur Ethereum. Si vous voulez déplacer vos fonds entre les rollups pour utiliser une application spécifique par exemple, vous allez devoir utiliser un bridge, payer des frais, attendre parfois des plombes pour que votre transaction soit effectuée, c'est pas pratique et ça fait chier tout le monde. Alors que sur la plupart des autres layer 1, tout se fait sur le même layer, sans avoir à bridger des fonds, c'est beaucoup plus simple. Mais certains pourront répondre déjà que dans la roadmap d'Ethereum, il y a des tas d'améliorations possibles pour améliorer l'UX. Il y a des projets de chain abstraction qui se construisent dessus, on a des écosystèmes de layer 2 qui deviennent interopérables, qui se développent comme la super chain de Optimism, dans laquelle toutes les chaînes liées à Optimism seront interopérables. Certes, on a des solutions qui émergent, mais on peut
légitimement se dire que chaque écosystème de Layer 2 veut garder sa propre solution et ses propres revenus, sans avoir à les partager ni avec Ethereum ni avec d'autres rollups. Et justement, on doit détailler ensemble le problème de la capture de valeur du Layer 1 Ethereum. Pour Ethereum, il n'y a pas 150 choix possibles pour capter de la valeur. Soit elle en capte par le fait que Ethereum serve de stockage pour que les rollups settle leurs transactions dessus, c'est-à-dire que l'état soit immuable sur Ethereum, soit Ethereum se rémunère en étant une chaîne d'exécution où les gens font directement leurs transactions sans passer par un rollup. Sauf que dans les deux cas, actuellement pour Ethereum, ça ne marche pas. Déjà, prenons le cas du stockage avec la data availability, le fait de stocker les données sur la blockchain. On l'a dit, l'introduction des blobs temporaires pour remplacer les transactions immuables à vie a fait chuter les prix pour stocker de la donnée, étant donné que maintenant le stockage ne dure que quelques semaines. Mais si on voit plus large, il y a deux problèmes. Le premier est le fait qu'avec les améliorations technologiques, le coût de stockage tend vers zéro. Ce qui veut dire qu'il faudrait des quantités astronomiques à stocker pour que ce soit pérenne à long terme. D'un point de vue purement rationnel d'investisseur, le coût marginal de stockage, tendant vers zéro, veut dire que Ethereum ne gagnera pas d'argent avec du settlement, ce qui nous donne donc une valuation qui bat de l'aile. J'ai pas envie de dire que Ethereum vaudra zéro, c'est pas mon but, ça c'est dans l'interview de Bankless, mais ici on va être un peu plus mesuré. Mais si on prend aussi le court terme, aujourd'hui il n'y a que 6 blobs par bloc, ce qui suffit à faire baisser les frais de manière drastique. Surtout que les rollups jouent également avec le fait de ralentir leur transmission de données à Ethereum pour éviter de surcharger les blobs et de payer plus de frais. Et oui, s'ils voient que les blobs sont pleins, ils vont se mettre à poster moins rapidement, et ça se voit sur ce schéma. Au-dessus de la ligne verte, c'est là où ça commence à coûter plus cher pour settle des transactions. Et on voit bien que les rollups, volontairement, font leur possible pour rester juste en dessous de cette limite et faire en sorte que ça coûte toujours peu cher de stocker de la donnée temporaire sur Ethereum. Prenons maintenant le niveau de l'exécution. Aujourd'hui, Ethereum n'est absolument plus autant utilisé pour faire ses transactions par monsieur et madame tout le monde. Si vous prenez vos usages, je suis certain que la plupart se passent sur des rollups. Sauf que l'exécution, c'est la seule chose qui peut permettre de créer des revenus, surtout grâce à un seul mécanisme, la MEV. La MEV, MEV en français, c'est Maximum Extractable Value. On va pas faire une vidéo complète dessus aujourd'hui, peut-être un jour si jamais vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire. On va faire simple. La MEV, c'est le fait pour des validateurs d'extraire de la valeur en bénéficiant du fait qu'ils sont ceux qui organisent les blocs. On a 3 outils principaux en MEV. On peut front-run un utilisateur en profitant de la hausse ou de la baisse des prix pour acheter et vendre un token. On peut aussi le sandwicher, c'est-à-dire acheter juste avant lui et revendre juste après qu'il ait acheté pour profiter de la différence de prix, ou alors faire de l'arbitrage entre des exchanges centralisés ou décentralisés. Notez que plus il y a de gens qui tradent d'actifs différents sur une chaîne, le plus d'entropie il y a, et donc le plus de MEV possible il y a. Et c'est probablement la seule chose qui est intéressante quand on valorise un layer 2 ou un layer 1, le fait d'extraire de la valeur de cette manière. Sauf qu'on le voit, et on l'a dit, avec la vision des rollups sur Ethereum, Ethereum a volontairement renoncé à une grosse part de la MEV, et oui, vous tradez sur les Layer 2, donc ce sont les Layer 2 qui vont profiter de la MEV, et non pas Ethereum. Avec leur séquenceur centralisé sur les Layer 2, ils voient les transactions arriver, savent qu'ils peuvent mettre leurs propres transactions avant s'ils ont envie, et c'est pour ça que les Layer 2 ont levé de l'argent, continuent d'en lever. C'est un moyen de parier sur de la captation de MEV qu'un Layer 2 pourra faire. Et justement, on pourrait répondre que les solutions de Based Rollups, pour que les nodes Ethereum soient les mêmes que sur le Layer 2 comme Taiko, et comme d'habitude on a un excellent article sur Coin Academy qui vous en parle. Et donc ces based rollup ou même les séquenceurs décentralisés comme Espresso, qui permettent à plusieurs séquenceurs d'être sur plusieurs rollups en même temps, sont vus comme des solutions, sauf que pas vraiment. Quel serait l'intérêt pour un Layer 2 de déléguer puisque c'est leur pool aux œufs d'or? Ça n'a pas de sens de déléguer ce qui rapporte de l'argent à quelqu'un d'autre. Alors oui, on peut dire qu'il y aurait des Layer 2 qui se focaliseraient sur d'autres aspects, ou alors qui n'auraient pas la capacité ni les compétences pour le faire dans des cas de layer d'entreprise par exemple. Mais ça reste encore à déterminer, et il n'est pas certain que la proportion dans ce cas soit très grande. Bon, et pour avoir un exemple de Layer 2 pour illustrer ce que je raconte, on va prendre le cas de Optimism. Ils utiliseraient un mécanisme dit de MEV Auction avec le séquenceur Bedrock. Le gagnant de l'enchère pour produire un bloc aurait la possibilité de réarranger le bloc comme il veut et en insérant la sienne dedans. Mais avec un délai, c'est pas possible à tout moment, bref. Et justement, ça nous permet de voir que c'est bien l'enjeu principal, permettre d'extraire de la valeur là où c'est possible. Bon, et là je parle de Optimism, mais c'est le cas pour presque tout le monde, que ce soit Base, Arbitrum et beaucoup d'autres. Si on prend par exemple le cas de Optimism, on peut voir sur Token Terminal que le coût mensuel pour settle les transactions sur Ethereum est de 2800 $ par mois, permet de générer 1,3 million de dollars de revenus, grâce aux frais, à la MEV, etc. Une situation rentable quand on sait qu'avant la mise à jour d'Encun, on tournait vers les 400 000 $ par mois en dépenses pour faire la même chose. Bon, et après évidemment, il y a de la dette nette car Optimism investit dans diverses choses pour s'améliorer, pour le marketing, ça c'est classique pour une entreprise jeune. Là, ce qui m'intéresse, c'est de voir la différence entre les coûts pour stocker sur Ethereum et les revenus générés sur Optimism. Donc on se retrouve dans une
situation dans laquelle l'exécution s'est délocalisée sur les layers 2, ce qui fait perdre de l'importance au burn et aux revenus sur la chaîne principale. Et en plus de cannibaliser l'exécution, il ne paye pas grand chose pour stocker les preuves, ce qui n'a donc pas d'effet positif sur le prix d'Ethereum puisque les coûts sont infiniment bas et que les layers 2 s'organisent exprès pour ne pas les faire trop augmenter et donc s'avantager. Mais même si on peut argumenter que la demande va augmenter avec l'adoption et favoriser le prix d'Ethereum, qu'il y aura de plus en plus d'activités sur les layers 2, une multitude de layers 2 à travers le monde, comme on peut voir avec Sony par exemple, eh bien on n'est pas si certain que ce sera positif, car ça ne change pas le fait que Ethereum va manquer de MEV et d'activités pour se rentabiliser lui-même avec ses propres frais. Et on l'a aussi dit, les coûts de stockage sont devenus si faibles qu'on peut même pas espérer que ça serve à rentabiliser Ethereum, que ce soit à court ou long terme. Et l'argument qui dirait que Ethereum est spécial, qu'il est unique, certes il est vrai maintenant, mais n'oubliez pas que Internet Explorer était leader en son temps. Aujourd'hui on a différents projets qui vont vite, qui sont faciles à utiliser et qui ont le vent en poupe, comme Solana, Aptos, Sui, bref, il y en a plein d'autres. Est-ce que c'est durable? Le temps nous le dira, mais ce n'est pas à négliger. Mais maintenant, j'aimerais redonner de l'espoir. Certes, Ethereum a des problèmes, mais tout n'est pas perdu et loin de là. Premièrement, il ne faut pas oublier que Ethereum est le deuxième crypto-actif à avoir eu des ETF. Certes, pour le moment, ça n'a pas apporté de liquidité massive. Par contre, ça lui donne une place de choix dans les portefeuilles de la finance traditionnelle. Surtout qu'on peut ajouter que tous les gros acteurs construisent sur Ethereum, comme BlackRock avec son token Beetle ou Sony avec son layer 2 Soneum. Et notamment un des arguments, notamment entendu dans une interview avec un cadre de chez Van Eck, Matthew Siegel, en charge des recherches autour des actifs digitaux, qui nous dit quelque chose d'intéressant. Ethereum, c'est Visa et Mastercard en mieux. Certes, sur Ethereum, on peut faire des paiements, mais on peut surtout tout faire, tout imaginer, tout ce que les gens ont envie de voir émerger. Et surtout, aux yeux de la finance traditionnelle, Ethereum burn l'intégralité de ses frais nativement, même s'ils sont faibles à l'heure actuelle. Là où un Visa ou Mastercard prend une commission, paie des charges, etc. Ce qui réduit la rentabilité. On peut ajouter que Ethereum est la seule chaîne rentable aujourd'hui d'après lui, avec des earnings positifs, notamment grâce au burn, sur les bonnes périodes. Certes, en ce moment, on ne le voit pas, car le marché s'ennuie, on a une baisse d'activité. Mais en cas de reprise d'activité, on pourrait vite voir un réseau déflationniste à nouveau. Van Eck, dans son rapport sur Ethereum et ses scénarios, nous dit aussi que les revenus par utilisateur sont les plus gros tout confondus, devant Twitch, HBO, PayPal et beaucoup d'autres, ce qui lui donne une place de choix pour spéculer. Petite précision quand même, Van Eck donne 172$ en moyenne, là où personnellement je trouve plutôt 20-30$ en cas classique, et 138 au top de marché 2021 sur token terminal. Donc bon, les chiffres varient, je sais pas trop où ils prennent les 172$, mais même si c'est 20 ou 30$ par utilisateur, c'est déjà un résultat très satisfaisant comparé aux autres acteurs que j'ai pu dire. Ensuite, l'écosystème Ethereum est celui avec le plus de capital. En cumulant Ethereum et ses layers 2, on compte plus de 70% de la TVL totale en crypto. Et lié à ça, on sait que Ethereum est l'écosystème avec le plus de gens, le plus de développeurs tout confondus, et l'effet de réseau le plus fort. Et justement, les développeurs font un travail exceptionnel sur Ethereum pour construire des solutions pour l'améliorer. Je vous parlais du séquençage décentralisé, le fait que plusieurs entités vont mettre en ordre les transactions sur plusieurs réseaux sans que ce soit centralisé par une entité. Certes, il faut que ce soit adopté, mais on peut parier sur le fait que ce le sera. Certes, les layers 2 abandonneraient leur machine à faire de l'argent, mais s'intégreraient ensemble, ce qui permettrait d'unir les liquidités et de supprimer les besoins de bridge. Donc le débat est ouvert, est-ce que l'écosystème ira dans le sens de la décentralisation pour améliorer Ethereum, ou alors se fermera dans une logique très business pour générer ses propres profits? La question est ouverte. Certes, aujourd'hui les frais sont bas, et Ethereum est inflationniste de nouveau, mais rappelez-vous qui criait au scandale quand Ethereum était cher. Maintenant que tout est en place pour scaler Ethereum au maximum, il est temps de passer à la vitesse supérieure pour le réseau. Et d'ailleurs, voilà la courbe des utilisateurs actifs sur l'écosystème Ethereum, tout réseau confondu. On ne peut pas dire que la volonté de scale n'a pas d'effet, on est en ATH d'utilisateurs. Bon, je pense qu'il est temps de conclure, on a fait un joli tour d'horizon. Je pourrais sincèrement parler pendant encore plusieurs heures de toutes les questions philosophiques autour d'Ethereum qui se posent aujourd'hui. D'un côté, l'effet de réseau n'a jamais été aussi important, le VM, Solidity, le standard ERC20 pour lancer un token, son réseau d'applications avec des TVL monstrueuses comme Lido avec 33 milliards, AAV avec ses 12 milliards, Eigenlayer avec ses 10 milliards, et j'en passe beaucoup d'autres. La communauté active atteint des sommets, avec plusieurs millions d'utilisateurs actifs par mois, la plus grosse communauté de développeurs avec plus de 10 000 développeurs en 2023, tout écosystème Ethereum confondu, contre 1600 sur Solana ou 1000 sur Bitcoin. Cependant, ces derniers temps, la peur est dans les esprits. Le ratio ETH-BTC est dans les 0,04 à l'heure où je parle. Ethereum a pris un petit tarif pendant l'été, et évidemment les altcoins ont suivi avec. Et donc on cherche à se rassurer, trouver des raisons au dump. Certains pensent qu'Ethereum finira cannibalisé par ses propres Layer 2, qui profitent de la sécurité sans contribuer au succès économique. Ayant troqué son exécution pour des Layer 2 et le stockage qui ne coûte rien, Ethereum a fait baisser ses revenus, le tout mis en avant dans une période de calme sur le marché crypto
crypto qui n'a pas aidé les frais. Et à côté d'Ethereum, on a d'autres réseaux qui montrent les dents avec des performances et des utilisations plus simples, comme Solana, évidemment que vous connaissez, mais aussi des outsiders performants comme Aptos ou Sui, qui ont troqué une partie de la décentralisation pour augmenter les performances avec un nombre de transactions plus important. Mais pour autant, dans cette course à la rapidité et à la performance, Ethereum n'est pas hors jeu, que ce soit avec des améliorations propres comme le Wraith ou Mega ETH, dont Capet a parlé sur sa chaîne perso. L'année 2024 sera très intéressante à suivre pour voir qui sortira gagnant de cette course à la performance. Et si Ethereum réussira à retrouver son attrait avec une vision claire, un business model sain, ou alors un mécanisme de prise de valeur plus important qu'aujourd'hui. En tout cas, j'en ai fini pour aujourd'hui. Tous ces sujets, vous les retrouverez évidemment toute l'année sur Coin Academy. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. J'ai énormément creusé pour vous fournir toutes ces informations et en faire des belles pistes de réflexion. Donc envoyez des likes et abonnez-vous pour soutenir le travail que j'ai pu faire. Et tiens, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je lis toujours tout ce que vous dites avec beaucoup d'intérêt. En attendant la prochaine, c'était 0xegri, à bientôt.